Alors bonjour à toutes et à tous. J'ai la même sensation, vraiment véridique, la même sensation, ce que je ressens quand je vais monter sur le tapis. Hier soir, il me dit, je suis la première. Alors là, j'ai mal dormi. Hein. Je me suis dit, ouais, demain, je rentre dans un tatami. Donc j'avais un peu le trac, le stress. Ils ont fait une étude et sur le podium des peurs, les plus grandes peurs de l'homme, après la mort, c'est de parler en public. Et surtout de parler de soi. C'est quelque chose qui est un exercice qui n'est pas si évident. Qu'est-ce que c'est ce stress? Alors, où on est paralysé, ou en cours, ou on va au combat. Alors moi, j'ai décidé d'aller au combat tout le temps. C'est mon mode de vie. Alors, je vais vous faire une confidence parce que je me sens vraiment bien avec vous. Ma confidence, elle est qu'il y a 2 personnes qui m'ont sauvé la vie, réellement. Vraiment sauvé la vie. Je vais vous parler du premier. Monsieur Sport, il est bien plus vieux que moi. Et puis, je pense aussi bien plus vieux que nous tous. Beaucoup d'historiens, ils ont fait des recherches, mais sur son lieu de naissance, on ne sait pas vraiment, il vient d'où. Donc là, comme on peut voir, dans la première moitié du XVIe siècle, dans l'œuvre de Rabelais, désporter signifiait s'amuser. On disait aussi divertissement spirituel et physique. Le mot, il commence à se transformer un petit peu dans le terme des sports, se transformant en mot anglophone, sport. Alors le sport, en fait, il m'a fait promettre de respecter 2 règles d'or dans la vie. La première règle, c'était d'honorer son nom, c'est d'apprendre en m'amusant. Et la deuxième règle, c'était de respecter la première règle. Donc il m'avait apporté un chemin de vie. Je suis née en Afrique, plus précisément au Maroc, Afrique du Nord. Alors métisse, ma maman qui est marocaine, mon papa sénégalais, qui a fait des grandes études politiques. Il s'est retrouvé dans les années, on va dire, 50 au Maroc. Il rencontre ma mère. Je suis née à Mohamedia. Mohamedia, c'est une petite ville maritime. On peut trouver des super beaux couchers de soleil, ça Casbah. Et puis il y a aussi, pendant le protectorat, c'est encore resté, on peut trouver des magnifiques chapelles. Elles sont encore là, en fait. Donc c'est une magnifique ville, très très calme. Mais je ne peux pas trop en parler, je ne suis pas restée très longtemps. Alors je vais vous parler de mon père. Mon père, il travaillait dans la politique, il voyageait énormément. En fait, j'ai jamais su, je vais vous avouer, j'ai jamais su quel était son métier. J'ai pas eu le souvenir de partager quelque chose avec lui. Il partait, il revenait, donc j'ai pas vraiment ce souvenir. Il était jamais là. Alors ma maman, malheureusement, dû à un divorce très dur, mon père qui était un peu tyrannique, ça allait pas avec ma maman. Ma maman, elle décide de partir en France. Donc là, c'est une photo qui me touche beaucoup. Parce que c'est aussi une des rares photos que j'ai avec ma maman, qui me porte. Donc là, on voit déjà les cuisses. Hein. On voit que déjà que Monsieur Sport m'avait déjà chuchoté à l'oreille. Et donc, ma maman décide de partir en France. Comme mon père tenait les finances, il lui a dit hors de question de nous prendre. Donc, ma mère est partie en France rejoindre sa famille, ses sœurs et frères. Mon grand-père était un indigène. Il avait combattu pour la France. Du coup, c'était une facilité pour ses enfants de venir en France. Donc, ma mère part en France dans les années 84, 1984. Donc, je la revois bien plus tard. Elle est partie construire pour nous. C'est quelque chose de difficile de laisser ses enfants et de partir loin. C'est quelque chose que j'ai compris bien plus tard. À notre âge, on comprend juste que c'est un abandon, quelque chose qui fait mal. On vit sans notre maman. Bien après, ma mère, elle a décidé de nous récupérer. Je me retrouve en France. Là, c'est la ville de Noisy-le-Grand. Là, c'est le grand théâtre du Palacio. Là, on est dans les années 93. D'ailleurs, je me retrouve dans le 93 aussi. Et là, on avait plutôt des études anglophones, arabophones. Je ne parlais pas la langue de Molière. Je n'y comprenais rien, mais vraiment rien.
Ma mère, elle m'a mis dans une école francophone, les abeilles. Alors là, c'était vraiment cosmopolite. Il y avait des Portugais, Indiens, Pakistanais. Donc il y avait vraiment un petit monde dans cette petite classe. Et ce qui est génial avec les enfants, c'est que nous, on ne parle pas, on ne fait pas de débat. On joue. On joue. Donc ça m'a permis, par le jeu, d'apprendre le français. Et j'étais très très forte en sport. J'avais ce truc. Si je devais dire dans quel, on va dire, mon petit génie, parce que je trouve qu'on a tous un petit génie dans quelque chose, et ben moi, c'était voilà, la coordination motrice. Il fallait dès qu'il y avait un match de foot, on me choisissait en premier. Un petit garçon manqué, je montais dans les arbres. La première à nager, j'étais la première arrivée. Donc du coup, on se fait des copains. Donc j'avais pas mal de copains qui me choisissaient à chaque fois dans les équipes. Il m'a fallu juste 1 an pour me dire, on va te téléporter dans un collège. Et là, je me retrouve dans le grand bain. Au collège, dans une école pas du tout vraiment spécialisée pour les gens qui viennent d'arriver au bout d'1 an. Alors là, j'étais à l'aise en mathématiques, en EPS, en anglais. Tout le reste, je n'y comprenais rien. C'était très, très difficile et je l'ai mal vécu. Alors, j'ai essayé de faire les efforts, mais je découvre l'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS. Je ne sais pas s'il y a des profs de PS ici, quelque part, qui sont dans le... Non, pas de prof de PS. Ah, il y a une prof de PS. Alors voilà, l'UNSS, c'était vraiment mon oxygène. Alors, je me suis inscrite au handball, je me suis inscrite en athlétisme. Alors là, je commençais à gagner des records. Voilà, je me sentais un peu exister. J'avais toujours ce truc en moi. Alors, je ne sais pas si c'est dû à un manque d'amour, quelque chose. Il fallait que je sois un super-héros. Prouver qu'il faut qu'on m'aime. Il faut que je fasse des choses plus grandes. Et là, on voit bien après, ça vient d'où ce petit traumatisme. Il fallait que je fasse quelque chose de puissant. Me sentir exister. Donc, à chaque fois qu'il y avait des compétitions, pour moi, l'obsession, c'était de gagner, qu'on m'applaudisse. C'était vraiment ça, mon objectif. Je découvre les Jeux Olympiques d'Atlanta. Je suis arrivée en France juste après Barcelone. 92 Barcelone, Atlanta 96. Et là, je vois des super-héros dans tous les sports. Les gens leur applaudissent. C'est quoi les Jeux Olympiques ? On va faire un petit rappel d'histoire. Les Jeux Olympiques, même si je pense que vous connaissez tous un peu l'histoire des Jeux Olympiques, on remonte à l'Antiquité. On prend ses racines en Grèce. On va dire, là, on est en train de parler il y a environ 3000 ans. Et bon, on sait très bien que c'est tous les 4 ans. On sait qu'en 1894, Pierre de Coubertin lance son projet. Et les Jeux Olympiques en 1896 ont eu lieu la célébration des premiers Jeux d'ère moderne à Athènes. Bon, c'est vrai que nous, les femmes, à chaque fois, on dit « ouais, il était misogyne, tout ça ». Mais bon, Coubertin, il a bien rénové les Jeux. L'histoire des Jeux des femmes, voilà, on voit que c'est en 1900 qu'à Paris, sur un total de 997, 22 femmes concourent dans 5 sports. Il y avait le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le golf. Et puis forcément, on avait besoin de l'égalité des sexes dans le sport, d'encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport à tous les niveaux et toutes les structures dans le but de mettre en œuvre l'égalité des hommes-femmes. Mais bon, j'y crois pas, en 1900, c'était tout à fait ça. Là, on revient un peu en arrière. Noisy-le-Grand. Là, je me suis mis un objectif. Je serai aux Jeux Olympiques. Ça sera ça mon métier. Parce que pour moi, c'était un métier. Les gens, ils allaient vivre là-bas et rester là-bas. Je vous le dis clairement. Je veux aller vivre aux Jeux Olympiques. Voilà. Dans le mind, l'esprit d'une petite fille. Et là, je me suis dit, tous les chemins mènent au rêve. Et là, je me casse le nez dans une porte. La conseillère en orientation, elle me dit « Mademoiselle Niang-Gaspin, vous êtes en échec scolaire, vous ne pourrez pas partir en sport-études. » La catastrophe pour moi. Alors, j'avais toutes mes copines. Elles partaient en sport-études, handball, athlétisme, basket. Et moi,
échec scolaire. Tu finiras en professionnel, ma fille. Professionnel, qu'est-ce que c'est? Échec scolaire, professionnel. Donc j'associais le professionnel à échec scolaire. C'était la première fois que j'entendais le mot échec. Et là, à un moment donné, je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai essayé de trouver une stratégie, une direction qui allait m'emmener aux Jeux Olympiques. Très têtu. Je pars voir ma mère en pleurs. J'ai fait des efforts. J'ai essayé d'avoir à la moyenne. On ne m'a pas accepté en sport-études. Qu'est-ce que je dois faire? Elle fait, bon, écoute ma fille, les Français, ils aiment bien manger. Je pense que tu peux faire un CAP BEP cuisine, un bac pro cuisine. Ça va très bien. C'est un métier rêvé pour toi. Waouh! Cuisine? Waouh, cuisine sport. C'est loin quand même. C'est un peu éloigné tout ça. Bon, d'accord. Les Français, ils aiment bien manger. Ils aiment bien aller au resto. Je vais tenter. Je fais un CAP BEP cuisine. Par la suite, un bac pro. Et là, je me retrouve dans pas n'importe lequel restaurant, dans un des meilleurs traiteurs, Potel et Chabot. 200 ans d'existence. Il y en a un à New York, Saint-Pétersbourg, Paris. Parce qu'il ne fallait pas que je choisisse n'importe quoi. Il fallait que j'aille chercher l'excellence. Si autant faire un contrat de qualif, il fallait que je cherche quelque chose où je me sentais importante. Ah non, j'allais pas aller n'importe où. Je toque à la porte de Potel et Chabot. Ils acceptent. Et là, 4 années, dans les fourneaux. J'ai pensé faire un peu de la gastronomie. Je me suis retrouvée en plonge souvent, à nettoyer le sol. Et là, je pense que c'est la plus belle leçon de ma vie. À ce moment-là, j'étais tellement fixée sur les Jeux Olympiques et mon rêve d'être une athlète de haut niveau que je me suis dit, frotte bien le sol, frotte bien, c'est pas ce que tu vas faire toute ta vie. Et je me suis vraiment dit cette phrase. Fais la cuisine, fais tout ce que tu as à faire dans cette formation, c'est pas ce que tu vas faire plus tard. Et en réalité, chez Potel et Chabot, m'a fait aimer la France. Je découvre la France grâce à la cuisine. Parce que lorsqu'on apprend le goût, l'odeur des aliments, le foie gras, je commençais à faire de concours de foie gras, des concours de ciseaux cocoman, je commençais à faire beaucoup de concours dans la cuisine. J'ai beaucoup voyagé dans le sud-ouest. Je commence à tomber amoureuse de la France. Les vins. Donc les 4 ans de cuisine m'ont fait découvrir la France. Je me suis sentie très française. Et je me suis sentie bien, justement. Issue d'immigration, je suis arrivée à 12 ans. Et là, il fallait ce passage pour que je me sente aussi française. Donc c'était une très très belle expérience. Mais le destin a choisi autrement. Je pense que c'est mon inconscient qui m'avait créé un accident. Je me suis brûlée au 3e degré. Un jour, une après-midi, par une bêtise, je prenais une poêle avec de l'eau, je me brûle. Donc je suis greffée en avant-bras. Bon, sur le moment, je ne dis pas que c'est une bonne chose parce que j'ai souffert. Ils m'ont enlevé ma peau à vif, c'était horrible. Et là, j'ai enlevé ma blouse. Je me suis débarrassée de la veste de cuisine, 4 ans après. Je suis restée 1 an, je ne savais plus trop quoi faire. Donc là, je devais soigner ma jambe et j'étais chez les grands brûlés et mon avant-bras. Et là, le destin me fait rencontrer le judo. Ah, le judo. Le judo, la signification, la voie de la souplesse. Et là, si on ne voit pas très bien, Jiro Kano, là vous voyez, c'est notre maître spirituel, le fondateur du judo. C'est ma citation préférée. C'est celle que j'aime le plus. Le sens du sport n'est pas dans le score ou le record, mais l'habilité et les moyens déployés pour y parvenir. Cette phrase m'avait beaucoup touchée. Et là, je me suis dit, je vais trouver des moyens pour déployer et y parvenir aussi. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais un petit ami à l'époque et son petit frère faisait du judo.
devais avoir 20 ans, 20, 21 ans. Et je rentre pour la première fois dans un dojo. Je ne vous cache pas que la première fois que je suis rentrée dans un dojo, il y avait une odeur tellement atroce que je suis restée à l'extérieur. Ça sentait les pieds. Je fais waouh, ce sport, je ne peux pas. Moi, je venais de l'athlétisme, de handball. Enfin, je ne peux pas. Donc, je suis restée à l'extérieur et je l'attendais. Et il y a un coach. Il me dit tu veux pas rentrer, essayer de jouer avec le petit et tout. Bon, je fais pour faire plaisir. Ok. Il me donne un kimono. Et là, je commence à m'amuser. Il m'explique un peu ce que c'est le judo. Et à la fin, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit tu peux aller loin dans ce sport. Et moi, j'ai vu réellement là devant moi avec des étoiles, des anneaux olympiques. Je l'ai vu géant avec des anneaux olympiques. Je fais, je peux être douée dans ce sport, mais comment? Il me dit, t'as le physique, je sens que t'as le mental, t'es affûtée, tu peux être bonne. Je fais, il m'a vu tous les jours. Tous les jours, j'étais là à la même heure. 3 ans après, ceinture noire de judo. Je me retrouve ceinture noire après 3 ans seulement de judo. Et là, il me dit... tu sais, tu peux faire de l'international. Et tous les jours, c'était mon petit Merlin de l'enchanteur. Tous les jours, il me donnait un petit poisson pour y croire. Alors, c'est vrai, quand j'en parlais à ma famille, à mes amis, ils me disent « Asma, ton rêve olympique, on n'en peut plus. » Là, ça commence à bien faire. Trouve-toi un métier, trouve-toi une passion, trouve-toi quelque chose. Mais les jeux, c'est impossible. On ne peut pas, à 20 ans, commencer un sport et se dire « On va aller aux jeux. » Ça n'existe pas, Asma. Ça n'existe pas. J'ai refusé de les croire. Je commençais à rêver en silence. Je commençais à moins en parler. Parce qu'à chaque fois, on me disait que c'était impossible. Je commençais à moins en parler. J'y croyais fort, mais je ne voulais pas tout simplement m'exprimer parce qu'à chaque fois, j'avais une porte qui se refermait. Impossible, impossible. J'ai refusé de l'entendre. Donc, j'ai fait un silence radio. J'en parlais plus du tout. Et un jour, comme ma vie, c'est beaucoup de destin, coup du destin fort, je faisais un petit footing au bord de Marne et là, je rencontre un adjudant qui était en train de courir en même temps que moi. Il me dit, tu as l'air affûté, tu sais qu'on a ouvert chez nous? Je fais, oui, vous avez ouvert quoi? Qui êtes-vous? Il me dit, voilà, je suis adjudant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, on fait partie de l'armée terre et je fais partie du génie. Il m'a fait le CV. Moi, je comprenais rien, pompier, je connais, mais tout le reste... Il me dit, on a ouvert aux femmes. Vous avez ouvert aux femmes, d'accord. Et le métier consiste à quoi? Il me dit, nous, on fait du sport et on sauve des vies. Et là, je me suis vue avec une cape. Waouh! Sauver des vies et faire du sport. Il n'y avait rien de plus noble. Ah, c'est ce métier que je vais faire. Alors, le tiroir des Jeux Olympiques, pas fermé à clé, mais je l'ai mis de côté. Voilà. Sapeurs-pompiers de Paris, c'était une fierté. Je suis rentrée à Villeneuve-Saint-Georges et là, on rentre pendant au moins 8 mois. Et là, 8 mois avec 4000 hommes. Je suis la seule nana. Moi qui n'ai pas habitué à, on va dire, mon papa très absent, qu'un homme me dise quoi faire. Et là, j'avais beaucoup d'hommes qui me disaient quoi faire. Donc, j'étais pas très disciplinée. J'étais souvent punie. Et là, en fait, je suis rentrée en petite fille. Et je sais que je suis sortie de la brigade en femme. Mais vraiment, c'était une expérience durant 10 ans vraiment extraordinaire. Un métier très difficile, très honorable. En fait, je rigole, c'était très misogyne, c'était... Alors en fait, c'est vrai, c'était très misogyne, mais avec beaucoup de maturité, j'ai compris pourquoi ils étaient si misogynes. C'était pas simplement juste pour dire la femme, elle n'avait pas sa place. Pour eux, c'était tellement difficile de voir une femme mort au feu ou une femme souffre à leur côté qu'ils préféraient être méchants avec elle. C'était un mécanisme de défense. Mais à l'époque, il y a plus de 10 ans,
Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais que t'es misogyne, il ne m'aime pas, pourquoi? Et en fait, il fallait que je sois à la hauteur pour qu'il ait du respect pour moi. Ça tombait bien, j'étais bien en sport. Donc, ou on me détestait, ou on m'aimait. Mais au moins, j'étais bien. Donc, j'ai eu beaucoup d'amis, vraiment une grande famille. On dormait ensemble, on se levait ensemble. C'était vraiment une camaraderie, c'était la vraie cohésion. J'ai appris la discipline. Quand on a rendez-vous à 6 heures, à 6 heures moins quart, on est en retard. La vraie discipline. Et je pense que les sapeurs-pompiers de Paris, c'est ce qui m'a aidé en réalité à garder ma longévité dans le sport et surtout ma motivation. Parce que vous savez, on ne peut pas dire qu'un athlète de haut niveau a toujours sa motivation. S'il dit ça, c'est un grand menteur. C'est pas possible. On n'a pas la motivation chaque matin. Et vous savez, pour ma part, ce qui gardait ma motivation, c'était la discipline. Ok, ce matin, ça va pas, je suis pas motivée, mais je vais y aller quand même. Et peut-être qu'après, ça va aller. Le petit courage de chaque matin. Le petit courage de chaque matin. C'était quelque chose de très important pour moi. Et c'est ce qui fait la grande motivation. Elle vient par la suite logiquement. Mon rêve des jeux commence à taper. Oh là là là, j'ai appelé ma mère, elle m'a raccroché au nez. Ma fille, t'as trouvé un métier. Ah, c'est bon, ça va commencer à bien faire. Mes amis m'ont dit, bon, Asma, bon, assis-toi, va voir un psy, fais quelque chose. Là, t'es bien, t'es chez les sapeurs-pompiers, t'as un métier, voilà, tout va bien dans ta vie, t'as 29 ans. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas lâcher tout pour aller faire du judo? Oui. J'ai pris des gros risques. Il y a une belle phrase que j'aime beaucoup. Pour avoir un résultat exceptionnel, il faut vraiment prendre des décisions exceptionnelles. Et ça, je l'ai vraiment bien saisi. Il fallait vraiment abandonner quelque chose. Abandonner un confort. Vous savez, ce confort, on est bien, le petit salaire, tout va bien, on a tout ce qui va bien dans notre petite vie. Mais derrière, de lâcher un salaire, on ne sait pas où on va, dans le vide. J'ai pris le risque. Qu'est-ce qui va m'arriver au pire? Et là, à 29 ans, je me suis pris la claque dans l'équipe de France plusieurs fois. J'avais un profil trop atypique. Et ils avaient raison. Je ne peux pas arriver à taper à même 25, 26 ans, prenez-moi en équipe de France. C'est quoi ton CV, ma fille? J'ai commencé judo à 20 ans. Je n'ai jamais fait de sport-études. J'avais fait plusieurs sports. Ils n'allaient pas me faire confiance. Sur le moment, j'avais beaucoup de colère. Avec maturité, je peux comprendre et me mettre à leur place. C'était trop risqué. On m'a fermé la porte. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Au judo, on appelle les partenaires les viandes. Vous savez pourquoi on appelle la viande? Parce qu'on fait que chuter. Le numéro 1, sélectionné en équipe de France, il prend des partenaires, il les fait chuter. Moi, j'ai accepté de prendre ce poste. Parce que je me suis dit, si je suis proche des athlètes de haut niveau, je suis proche du numéro 1 ou la numéro 1, je vais apprendre d'elle. Qu'est-ce que c'est d'être international? Donc, j'accepte d'être partenaire. Accepte d'enlever mon ego et de me dire, je vais apprendre. Fais-moi chuter, mais t'inquiète pas, je vais apprendre ce que tu sais faire. Donc, je suis partenaire, je suis contente, je m'entraîne et dans le focus de me retrouver au jeu. Et là, je ne disais plus rien parce qu'à 29 ans, de penser encore on allait se retrouver au jeu, c'était impensable. C'était à un moment donné, c'était de la folie. Il faut arrêter de rêver. Comme vous le savez, je suis née au Maroc. Donc forcément, je peux avoir la nationalité marocaine. Il y a un entraîneur que j'ai croisé, il me dit, moi je vais être entraîneur au Maroc, tu es de quelle origine? Je lui raconte un peu le parcours. Il me dit, pourquoi tu ne viens pas combattre pour le Maroc? C'est du sport international, tu peux vivre en France pareil, tu t'entraînes. Je connais 2-3 athlètes qui ont fait ça auparavant. En plus, c'est chez toi, c'est tes origines, et puis bon, la boucle est bouclée, tu reviens là où tu es né. Bon, je réfléchis un petit peu.
Mais il fallait que j'abandonne mon métier. C'était pas possible. Je faisais partie de l'armée française. Je ne peux pas aller combattre, prendre la nationalité et combattre pour le Maroc. Le choix, il a été vite parce que ce rêve qui était en moi, il m'habitait. Il n'y a pas eu un seul jour, en me réveillant le matin, où je ne me voyais pas aux Jeux Olympiques. Et je suis vraiment sincère. Il n'y a pas eu un seul jour. Je me lève et je me vois aux Jeux. C'était vraiment plus qu'une obsession. C'était vraiment moi. Je me voyais en olympienne bien avant d'avoir commencé ce sport. Je lâche tout. Je lâche les pompiers, plus de salaire. J'abandonne tout en France et je décide de partir dans le continent africain et de combattre pour le Maroc, sans salaire au départ. Et là, vous savez quoi? Je pense que c'est la plus belle décision que j'ai prise. Parce que c'est ce qui m'a emmené vers un chemin qui est juste extraordinaire. Et là, je me suis retrouvée un petit peu toute seule. J'avais oublié plein de petits détails. On sait très bien que l'Afrique, c'est un continent dans le sport, ça arrive tout doucement. On sait très bien que dans la logistique, dans le cadre, dans les formations, dans les sports-études, c'est pas encore ça. Il fallait vraiment que je me gère comme une sportive professionnelle, faire mon staff, trouver mes sponsors, faire les choses toute seule. Et là, je prends mon sac à dos et j'accepte de faire une tournée que je me suis financée seule. Je pars faire ma tournée. Et là, je commence à gagner des médailles. Je vois que je suis dans le coup. C'est possible. Je fais un grand chelem à Düsseldorf. Et si aujourd'hui, on devait me dire quelle est la compétition qui t'a plus impacté, je vais parler de ce grand chelem-là. Pourquoi ? Parce que j'avais respecté la règle de celui qui m'a sauvé la vie. Monsieur Sport. De m'amuser. Je m'étais amusée ce jour-là. C'était combat pour combat. Ici, maintenant, ce moment. Et vous savez quoi ? Je gagne un des plus prestigieux Grands Prix de tout le tournoi. Il y avait le tournoi Paris, il y avait le Grand Prix de Düsseldorf. J'arrive, bloc final, et je gagne ce tournoi. Et là, c'était la première fois que le drapeau marocain, ils n'avaient pas notre drapeau ce jour-là. Ils avaient vraiment pas. Le Maroc a gagné, mais comment? C'est la première fois que voilà le drapeau le continent africain et le drapeau marocain, ils montent. Et en réalité, j'étais sur ce podium et j'ai gagné, mais je vois qu'il n'y a rien qui a changé. Enfin, j'étais contente, mais j'étais pas satisfaite. Il y avait quelque chose, je sais pas, je pensais que j'allais avoir quelque chose qui allait changer dans ma vie. Voilà, j'ai gagné un grand prix, je commençais à être 5e mondiale, c'est énorme, mais il n'y a rien qui a changé. Il y a quelque chose qui était même presque triste, quelque chose de très bizarre. Là, je pars sur l'Olympiade de Rio, je rentre dans le top 14 mondial et je me qualifie aux Jeux Olympiques. C'est quelque chose d'énorme parce que c'était un rêve de petite fille qui se réalise. C'était un parcours très très difficile pendant les 4 ans et je pars aux Jeux Olympiques à Rio. Qualifiée. En plus, pas n'importe comment, dans le top 14 mondial. C'était pas au quota africain. Il fallait que je montre que j'étais là. Et là, lorsque j'arrive au jeu, la grosse déception, mes amis. Vraiment la grosse déception. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est là que la vie aussi m'a donné ma deuxième belle leçon. La destination, elle est... on n'y trouve rien des fois. Je pensais que les jeux, il allait avoir des feux d'artifice, je sais pas jusqu'à où, Euro Disney tous les jours, j'allais voir des... Puis je suis arrivée, c'était une compète comme toutes les autres. Voilà, c'est vraiment véridique. J'avais fait déjà des jeux MED, bon, le monde entier au même endroit. Ok, on dit que c'est les jeux. Et en fait, j'avais baissé les yeux sur tout le chemin.
J'avais fait des voyages extraordinaires. Aujourd'hui, je suis peut-être à 72 pays. L'Asie, Mongolie, j'avais visité le monde entier. Et là, je suis arrivée au jeu vide. Et c'est pour ça que j'ai perdu ce jour-là. Je pris une Brésilienne chez elle. J'étais pas là. C'est comme si je pensais trouver un trésor. Et là, j'ai rien trouvé. Il n'y a rien là-bas au jeu. Je suis partie et puis là, il y a un mur, il n'y a plus rien. Je tombe en dépression. Voilà, ma confession, je tombe. Après les jeux, je perds et je tombe en dépression. Je cours après quoi? Toute ma vie, les jeux, tout mon parcours était fixé sur ça. Et là, il n'y a plus rien. Et là, je vous ai parlé qu'il y avait 2 personnes qui m'ont sauvé la vie. Je vais vous parler de la deuxième. Parce que c'est une femme, une grande dame. Ah, elle est là. Madame Humilité. Par contre, je ne vais pas trop en parler, parce que dès que j'en parle, elle disparaît. Elle est trop timide. L'origine du mot humilité, je pense que vous le savez tous, vient du mot humus, qui est la source étymologique qui a donné par ailleurs le terme homme. Cela signifie que l'humanité consiste pour l'homme à se rappeler qui il est. Poussière, fait de terre, c'est-à-dire la matière la plus commune. Et là, je viens de mettre une phrase de Matt Wilder qui dit « Un loser, c'est quelqu'un qui croit qu'une victoire va changer sa vie. » J'ai mis cette image pourquoi dans Madame Humilité, ça, on voit un champion olympique et une championne du monde en train de nettoyer le tapis. Madame Humilité m'a vraiment sauvé la vie. J'avais vraiment des idées noires à ce moment-là, vraiment pas bien. Sans pudeur, je peux vous exprimer vraiment ma faiblesse ce jour-là. J'étais très très mal. Je remettais le passé, des choses qui me manquaient, cette coupure, je remettais tout en question. Qui j'étais, manque d'amour énorme. C'est pour ça que j'allais vers les Jeux olympiques, pour qu'on m'applaudisse, que je gagne ma médaille d'or. Madame Humilité, elle m'a fait un gros câlin. Elle m'a dit « Ça va aller ». Et là, j'ai compris, en fait, finalement, que je devais accepter toute ma souffrance. Je ne voulais pas les accepter. Je voulais être une super-héros. J'avais un masque, une force. Et Madame Humilité m'a fait comprendre qu'avec mes fissures, avec toute cette douleur, que c'était ma force. Il fallait que je peux l'exposer, je peux en parler. Et que je n'avais pas besoin de m'en cacher. Madame Humilité m'a permis d'aller aux Jeux Olympiques de Tokyo, parce que l'affaire n'est pas terminée. J'arrive à 34 ans à Rio. Et là, j'appelle encore ma mère, je lui dis, je pars à Tokyo. Voilà, ce n'est même plus raccroché au nez. En réalité, c'est Rio, comme il l'expliquait, c'était un rêve d'enfant. Et Tokyo, c'était un rêve d'adulte. Vraiment un rêve de grande fille, mature, avec du recul. Je pars sur l'Olympiade, mais là, on m'a dit à 38 ans, Asma, ça va être très compliqué. T'as 38 ans quand même, 10 ans de pompier, ton parcours, il est... J'ai pris cette Olympiade pas de la même manière. Vraiment pas de la même manière. Et je me suis dit, non, il faut que je me qualifie dans le top 18. Non, il faut pas que je passe. Le faux, il faut que tu fasses. J'ai enlevé tout le il faut. J'ai vraiment vécu des choses extraordinaires parce que je les ai juste fait. Je me suis amusée. Malgré, j'avais des problèmes techniques sans entraîneur. Je commençais à partir en stage à l'étranger. J'ai passé 1 mois en Mongolie à partager des choses extraordinaires et de rencontrer des gens aussi avec des filures comme moi pour me dire, je suis pas là toute seule à avoir cette peine et cette douleur et ce manque. Donc Tokyo, avec le Covid, c'était très très difficile. Tokyo, j'ai vécu une grande injustice. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, je suis partagée de savoir si j'ai de la colère
où c'est vraiment l'ordre des choses. Ça devait être comme ça. J'avais un tirage magnifique. Je faisais partie des meilleurs mondiaux. J'arrive, une grosse erreur d'arbitrage. Et bim, je perds. Sur le moment, je peux vous dire que j'ai beaucoup pleuré. C'était vraiment très impactant pour moi. Mais je pense que la vie voulait me faire comprendre certaines choses. Et je pense que ça devait être comme ça. Après Tokyo, je me suis dit, avec tout ce parcours, avec tout ce que je viens de faire, qu'est-ce que tu peux proposer avec tous les diplômes que tu as passés? Et là, j'ai eu une idée grâce au Japon. J'ouvre une structure qui s'appelle Kintsugi People. Qu'est-ce que le Kintsugi? Alors, le Kintsugi, c'est l'art de la résilience. C'est une technique japonaise pour réparer le porcelaine. Donc, quand il y a un vase qui tombe, les Japonais, ils en font une œuvre d'art. Ils le prennent, ils le réparent, ils mettent des fissures d'or pour le réparer. Et sa valeur, elle coûte très cher. Kin, qui veut dire or, tsuki, qui veut dire jointure. Alors, j'ai décidé d'appeler ça le Kintsugi People. Là, vous allez voir l'image. Je l'ai bien mis, brisé. C'est ma finale contre mon premier tour contre l'Italienne. On voit l'assiette qui tombe, forcément. Hein. Il y a une petite filure, une petite fissure. On va dire brisée. On voit bien. En réalité, j'ai pleuré par ego, en fait, ce jour-là. Parce que je n'étais pas la première. Et vous savez ce elle m'a dit, l'Italienne? Quand je perds, elle me lève, elle me dit, et c'est là où c'est puissant notre sport, elle me dit « I am sorry ». Elle me dit « Je suis désolée pour cette erreur ». Et je lui en ai jamais voulu parce qu'elle n'y peut rien. Et lorsqu'on se trouve dans l'échauffement, dans les vestiaires, elle partait pour son deuxième tour. Et là, je lui dis « Maintenant, gagne, fais-le au moins pour ce qui vient de se passer ». Il n'y a qu'au sport de combat qu'on peut trouver ça. Je suis en douleur, mais quand même, j'essaye de me dire si elle gagne, ça va peut-être m'apaiser, parce que j'ai perdu contre elle, avec ce qui s'est passé, qu'elle aille jusqu'au bout. Donc là, le assemblé. Et vous savez, c'est quoi qui m'a un peu apaisé mes mots? C'est lorsque je me souviens de ça. C'est ça la meilleure réparation, mon assemblage. Mes 72 pays. Le Kenya, en passant par Cuba, en passant par l'Inde, la Thaïlande, Mongolie. Tous ces gens formidables, tous ces gens, des Kintsugi People, il y en avait partout. Et que je n'ai pas fait attention et je n'ai pas vu, je n'étais pas assez focus. Ils ont apaisé mes peines. Parce que le chemin et ce parcours et ce partage-là que j'ai vécu avec eux, ça vaut toutes les médailles du monde. Ça vaut toutes les médailles d'or. Si aujourd'hui on tient ta médaille d'or et on efface ce chemin, je ne prendrai pas cette médaille d'or. Là, je vais vous parler de Vilma. À gauche, j'étais encore militaire en 2011. Vilma, c'était, on va dire, la femme de ménage qui faisait notre ménage dans le bâtiment français. J'étais aux Jeux mondiaux militaires et je m'étais liée d'amitié avec elle et je lui avais promis que je viendrais aux Jeux Olympiques. Mais elle ne comprenait pas un peu mon parcours parce qu'à cet âge-là, je vais avoir 28-29 ans. Je lui dis, je trouverai le moyen de te retrouver, de revenir à Rio et te serrer dans mes bras. Et voilà, peut-être aussi ma médaille, elle est là parce que je suis revenue. En 2016, à Rio, et je l'ai pris dans mes bras. Ça fait partie de mes médailles. Et d'ailleurs, on est encore amis. Hein. Elle m'appelle assez souvent. Donc, elle sait aujourd'hui que je suis là et j'espère que je pourrai traduire en portugais, Fabrice, pour elle.
Donc, il y a des rencontres aussi exceptionnelles. Hein. J'étais amoureuse de John Galfion. Vous connaissez tous John Galfion? Il est là, je suis en train de la gripper. Et là, on voit Joko. Donc, des rencontres vraiment exceptionnelles. Et là, je suis en train de combattre mes démons. Je suis quelqu'un d'impatient, très impatiente. Il faut que j'apprenne à être patiente. Et dans les étapes du kintsugi, pour avoir un chef-d'œuvre, il faut être patient. Des fois, ça prend des années pour créer quelque chose de stable. Donc là, on voit bien, hein, révélé. Donc l'image que je vais vous montrer après, elle est très importante pour moi. Parce que sans pudeur, je vais vous montrer toutes mes fissures. Et c'est grâce à ça, vraiment, que je me suis soignée. Le kintsugi. Et là, il y en a partout. Chaque fissure d'or que vous allez voir, c'est chaque blessure que la vie m'a offerte. Parce que toutes les blessures, c'est que des cadeaux. C'est des cadeaux parce que ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Donc là, on voit plein de fissures. Et c'est ces fissures-là qui ont fait vraiment accepter ces fissures, accepter ces démons, accepter ses défauts, accepter de son passé. C'est quelque chose, en fait, en réalité, qui est difficile à faire parce que il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais en réalité, ça m'a révélée complètement, épanouie. Je n'ai plus peur, en fait, j'ai plus de pudeur pour vous dire, voilà mes faiblesses. Je les ai saupoudrées d'or. Et là, c'est une citation que j'aime énormément. C'est dans les épreuves qui vous révèlent à nous mettre au défi de nous dépasser et de nous voir dans notre propre réalité. Pourquoi je suis si fière d'être là avec vous aujourd'hui? Parce que c'est un exercice très difficile pour moi. Lorsqu'on parle avec le cœur et de parler en public, c'est quelque chose de très difficile, quelque chose de très délicat. Et pourquoi j'ai accepté de le faire? Souvent, les athlètes le font pour une thérapie. Je le fais aussi pour ça, mais je le fais pour dire que j'ai traversé des chemins qui étaient vraiment très difficiles, mais je suis vivante et je suis là encore plus solide qu'avant. Alors j'aime aussi m'adresser souvent à des jeunes pour leur dire que rien n'est impossible. Et se dépasser dans le sport, je pense que c'est la preuve même de l'humilité. C'est d'être capable, avec courage, même avec les plus grandes peurs, de se dépasser. De se dire, ok, j'ai ces faiblesses, mais je vais y aller quand même. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans cette vie-là. Et je vais finir avec une autre citation. Elle est là. Elle est religieuse, c'est Jean-Paul II, le pape. Il disait « Ce n'est qu'en se dépassant que l'homme est pleinement humain. » Et ça, j'en suis plus que sûre. Et le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Et aujourd'hui, franchement, de partager ça avec vous, ça me rend la plus heureuse des femmes.